Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vibra pour la première interview de notre média. Aujourd'hui, nous sommes avec un champion du monde, un recordman, une légende du parachutisme, Greg Crozier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous pratiquez le free fly. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste réellement ce sport? Très bien, alors c'est une des disciplines du parachutisme artistique. Et en fait, clairement, je pense qu'il faut voir ça comme une danse dans le ciel. Donc en compétition, en tout cas, nous on va alterner des formations synchronisées, en fait, du vol synchronisé avec des figures artistiques. Donc, votre père était un pilote d'avion et de montgolfière, et puis vous avez décidé de ne pas piloter des avions, mais plutôt d'en sauter. Et donc, est-ce votre père qui vous a transmis cette passion? Ouais, du coup, on a envie d'y penser, mais alors forcément, d'avoir été initié à l'aéronautique, ça a dû aider un petit peu, mais mon père était vraiment anti-parachutisme. Je suis jamais arrivé ni à lui faire faire un saut, ni à lui faire faire un vol en soufflerie. Impossible, il était vraiment fermé à ça. Donc on avait même limite une vision différente de ce que pouvaient être les sports aéronautiques. Donc je sais pas si c'est vraiment lié. En tout cas, ouais, peut-être un petit clin d'œil grâce à lui. Ouais. Et donc, alors moi j'ai eu l'idée de sauter en parachute grâce à tous ces films hollywoodiens qu'il y a eu dans les années 95 et 2000. Il y a eu vraiment une grosse série de films qui intégraient des scènes de chute libre vraiment dingues. Et moi ça m'avait vraiment très très impressionné en étant ado. Et je me suis renseigné, il fallait avoir 16 ans. J'en avais 14 à l'époque. Donc j'ai attendu les 2 ans qu'il fallait pour avoir le droit de sauter, mais j'ai sauté dès que j'ai pu. Puis après, ça a été un réel amour, du coup. Oui, mais vraiment, le fait d'avoir attendu pendant 2 ans pour avoir le droit de le faire, ça a fait vraiment grandir cette envie d'être un parachutiste. Et l'amour était déjà, c'est un sport vraiment qui est très riche, il y a beaucoup de disciplines. Il y a des gens qui évoluent en ouvrant tout de suite leur parachute, il y en a qui font de la wingsuit, il y en a qui font de la pression d'atterrissage, du vol en vitesse sous voile, il y en a qui volent à plat, à 4 ou même à 8, enfin, il y a vraiment plein de disciplines. Et même si moi j'étais attiré par les disciplines artistiques, le vol en 3D, j'étais tombé amoureux de toute façon de la pratique en général du parachutisme. Et pourquoi avoir choisi le free fly aux autres disciplines du parachutisme? Alors pour moi, j'y voyais encore plus de possibilités d'expérimenter voilà, cette sensation de liberté et cette sensation aussi en tout cas cette impression d'avoir des super pouvoirs. Pour moi, le vol en 3D, même si ça dure qu'une minute à chaque fois, c'est une minute pendant laquelle on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut se déplacer très très vite à l'horizontale, monter, descendre, tourner autour de quelqu'un, passer dessus, dessous, enfin, on a des super pouvoirs pendant une minute et je trouve ça fou quoi. C'est vers quel âge que vous avez commencé justement à découvrir ce milieu artistique du parachutisme? Alors j'avoue que c'est peut-être au bout de 2 ans de pratique, donc je devais vers 18-19 ans, il y a une équipe qui tournait très très fort et qui s'est mis à enchaîner les titres de champion du monde. C'était une équipe française, c'était les Babylone, Fred et Vince. Et c'est vraiment eux qui m'ont vraiment transmis cette passion-là. Vraiment, j'ai été subjugué par ce qu'ils étaient capables de faire en 3D justement, et à 2, parce que c'est du vol à 3 parce qu'il y a un vidéoman, mais c'est des constructions à 2, et ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque c'était vraiment dingue, et ça reste d'ailleurs aujourd'hui. On a beaucoup de mal à imiter ce qu'ils faisaient, et c'est eux voilà, qui m'ont transmis ce truc-là. Et pour vous, votre duo artistique, c'est Karine Joly? Oui, alors on a décidé voilà, en couple de se lancer dans cette aventure, ce qui était clairement beaucoup plus difficile au début que si on s'était chacun associé avec, si elle s'était mis avec une fille de à peu près son poids, ou moi si je m'étais associé avec un garçon de mon poids, ça aurait été beaucoup plus simple, parce que les réglages se font plus rapidement. C'est comme si on doit faire voler 2 avions l'un à côté de l'autre. S'ils ont la même forme, bah, c'est facile. S'ils n'ont pas la même forme, il y a plein de petits paramètres à régler constamment et à surveiller. Donc ça aurait été plus simple de faire différemment, mais dans la longueur, c'était bien d'être en couple. Et est-ce que vous avez toujours le même caméraman, du coup, le même, la troisième personne qui filme? Ça a toujours été la même? Comme c'est hyper mal payé, en fait, non. Non, je rigole. Je vais voir ta tête. Alors, nous on a fait 10 ans de haut niveau où il fallait vraiment que le caméraman soit très performant, parce que même si c'est une personne qu'on ne voit pas à l'écran, qu'on ne voit pas apparaître, elle doit avoir les mêmes compétences de vol, elle a des lignes de vol très précises à réaliser, donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un de très fort et avec laquelle on s'entraîne constamment. Donc pendant 5 ans on a eu des difficultés à trouver le bon, on a changé plusieurs fois, parce qu'il fallait aussi avoir les mêmes envies, il fallait avoir envie d'aller au même endroit à la fin de l'histoire.
Et en fait, au bout de 5 ans, on a trouvé Baptiste Welch, et lui, il a fait le bloc des 5 dernières années, et on serait encore aujourd'hui en équipe ensemble s'il y avait justement plus de fonds dans ce sport. C'est malheureusement ce qui au bout d'un moment épuise un petit peu, c'est ce manque-là de soutien financier. En tout cas, oui, pendant 5 ans, c'était lui. Donc, en parlant de soutien financier, donc, dans ce sport, être rémunéré, c'est compliqué, et je pense principalement par le sponsoring, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, dès le début, on essaye parce que j'aide aussi d'autres équipes à essayer d'en trouver. Dès le début, on essaie de trouver des partenaires financiers pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés sur 1, 3 ou 5 ans. Il faut d'ailleurs venir à chaque fois avec ce projet-là, sinon c'est pas lisible pour les gens qui voudraient éventuellement s'associer à notre parcours, mais ça reste très difficile. Pour l'instant, il y a de temps en temps des gens qui arrivent à trouver sur 1 an ou 2 ans de soutien financier, mais qui est pas suffisant malheureusement, pour l'instant. Et notre fédération n'a pas trouvé non plus le gros sponsor qui permettrait justement à ces médaillés d'avoir une bourse supplémentaire, comme on peut avoir dans le judo ou dans plein d'autres sports, qui permettrait vraiment d'avoir encore plus ce cercle-là qui serait nourri, d'avoir plus de notoriété peut-être pour l'athlète, d'avoir plus du coup d'inspiration possible pour les jeunes qui s'identifieraient à vouloir intégrer la même fédération. Enfin, on a besoin finalement d'amorcer un peu plus le soutien financier. Et comme c'est un sport qui est aussi nouveau, qui date de 25 ans, c'est compliqué pour les entreprises aussi de s'y retrouver peut-être. Il y a beaucoup de paramètres qui apparaissent là. Alors en fait, effectivement, c'est un sport qui est nouveau. Après, je suis pas sûr que ce soit ça le problème. Pour l'analyse qu'on en a fait, en tout cas pour l'instant avec Karine, et qui est assez récente, c'est que malheureusement, l'appellation qu'on a décidé de donner, elle nous dessert. Je prends un autre exemple. La soufflerie, pendant un moment, quand ça a apparu en France, donc il y a une quinzaine d'années, on appelait ça des simulateurs de chute libre. Alors qu'en fait, c'est pas de la simulation, c'est pas comme un simulateur d'avion ou de voiture. On est vraiment en train de voler. Donc on s'est rendu compte qu'on avait pendant 10 ans utilisé un terme qui nous desservait. Donc on a dit non, c'est des souffleries et on vole vraiment. Ok. Et par exemple, dans le parachutisme, on n'est pas encore arrivé à trouver forcément un terme qui le remplace comme il faut. Alors, nous on a le free fly, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop qu'on utilise des termes anglais. Donc du coup, on re-switch avec le terme parachutisme artistique. Mais le problème, c'est que quand tu dis le mot parachutisme, tu maintiens cette distance. Les gens, pour eux, il y a 3 profils pour les parachutistes. Soit un militaire, soit un cascadeur, soit un fou. Donc, pour s'associer aujourd'hui, quand tu es une marque de n'importe quoi, quand tu veux t'associer à une de ces 3 entités, c'est compliqué. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'appelle les parachutistes, parce qu'au final, on n'est pas juste des parachutistes, nous, on est des voltigeurs, on est des danseurs du ciel. Donc, il faudrait déjà qu'on se présente différemment. Et du coup, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être que ça changerait aussi l'image qu'on a envie de donner au final, et peut-être qu'on trouverait des sponsors. Donc, il y a toute une démarche qu'il faut faire, c'est sûr. Dans ce sport, l'objectif c'est d'être synchronisé le plus possible. Et donc combien de temps ça vous met en termes d'entraînement près pour réaliser une figure, un enchaînement? Alors, effectivement, comment ça marche? Très très bonne question. La soufflerie, c'est vraiment l'univers dans lequel on va devenir le plus fort techniquement, individuellement. C'est vraiment un outil incroyable. Donc, à partir de ce moment-là, on peut évoquer des figures qu'on aimerait réaliser. On utilise des petites figurines en bois, et on se dit voilà, attention, si là je te tiens la jambe ou je suis en équilibre sur ta tête, ou on va envisager toutes sortes de figures le plus artistique possible. Du coup, on va se rendre compte assez vite, grâce à ce bagage-là sensoriel et technique qu'on a en soufflerie, de à quel point ça peut être facile ou difficile à réaliser. En fonction des vitesses que ça va nous faire prendre en freinage, en accélération, on va décider de s'entraîner en soufflerie. Si on se rend compte que c'est une très belle figure, mais que ça risque de se déplacer trop fort, ou qu'on risque d'être projeté à l'horizontale, et chose qu'on ne veut pas faire en soufflerie, du coup on va réserver l'entraînement uniquement au ciel. Mais en tout cas, voilà, on va d'une façon très stratégique envisager plein de sortes de figures et utiliser tous les outils dont on a à disposition pour essayer de faire en sorte qu'elles marchent. Après, des fois, ça reste quand même très très technique. La figure qu'on a choisi de montrer au championnat du monde en Australie, celle où je suis en équilibre, moi, tête en bas sur le dos de Karine, qui elle est à plat ventre en compas à l'horizontale là. Cette figure-là, quand elle marche, elle est magnifique. Si jamais elle rate, si jamais je glisse, c'est terminé. C'est une prise de risque, alors pas physique, mais c'est une prise de risque de présentation qui est énorme, et les juges y ont été sensibles.
parce que moi je suis en accélération maximum, en équilibre sur ma tête. Karine elle est en freinage maximum, en équilibre sur une jambe. Quand ça veut se séparer, ça explose. Le caméraman forcément il va devoir choisir d'en garder qu'un seul à l'écran. Du coup la pénalité elle est colossale parce qu'il y a un mec qui est parti de l'écran. Donc voilà, il y a ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en considération. À quel point ça va être difficile d'assurer la réalisation de la figure à chaque fois. Et donc en compétition il y a la technique et la note artistique, c'est bien ça? Exactement. Donc il y a une autre technique en fait qui est liée à l'artistique. Donc techniquement on va voir si c'est plus ou moins difficile à faire. Et artistiquement aussi ça va jouer dedans. Et il y a une note de présentation. Ça, là on va vraiment intégrer le travail du vidéoman parce que évidemment on a beau faire une belle figure, si on ne la présente pas vraiment face ou de profil au vidéoman en fonction de l'intérêt d'être présenté comme ça, et si le vidéoman ne respecte pas les distances, s'il y a un effet de yo-yo ou s'il ne nous a pas tout le temps au centre, parce qu'il a un viseur, donc c'est comme un peu un tireur, s'il n'est pas tout le temps en train de valider sa target, c'est impossible à suivre. Donc c'est tous ces paramètres-là qui vont rentrer en ligne de compte pour avoir une note finale. Parmi l'ensemble de vos sauts, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes techniques qui vous auraient peut-être fait peur de tomber, des choses comme ça? Alors c'est pareil, j'aime bien la question, parce que ça ouvre sur justement ce sentiment que le parachutisme, techniquement ça peut faire peur, ou ça crée une distance pour pouvoir se lancer, pour même imaginer un jour sauter en parachute. Alors on n'a pas ça, mais je pense que n'importe quel profil qui a 20-30 sauts, il l'aura plus de toute façon, même si on peut l'avoir avant de commencer à sauter. En fait, le parachutisme, c'est un sport qui est depuis plus de 50 ans au ministère des Sports, donc c'est vraiment un sport. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, tu peux aller faire du parachutisme comme tu peux aller faire de la plongée. C'est-à-dire, oui, il faut maîtriser un équipement très particulier, il faut apprendre à évoluer dans un environnement dans lequel on n'est pas censé être. Donc là, on est d'accord là-dessus, mais après, on ne va pas se demander si on va rentrer vivant le soir. C'est un sport. En tout cas, dans la pratique qui va être faite en club, c'est vraiment ça. C'est réglementé, c'est surveillé. On a toutes sortes d'équipements en plus très très aboutis qui font en sorte qu'on peut, si on ne traverse pas les plein de limites qu'on n'est pas censé traverser, on est vraiment en sécurité tout le temps. Donc il faut s'enlever cette notion que le parachutisme c'est un truc où on tente des trucs, où on risque des choses, c'est pas du tout un environnement pour ça. Aujourd'hui, les médias, peut-être accidentellement, alimentent cette mauvaise interprétation de notre pratique. Parce que si on voit par exemple ces gens qui font de la wingsuit, du proximity, qui sont très proches des montagnes, là eux ils ont un seul parachute, ils n'ont pas de déclencheur de sécurité, ils sont pas au-dessus du drop zone, un centre de parachutisme sans obstacle, il n'y a pas de lien radio, enfin je veux dire ils sont complètement en train de faire de la cascade, c'est pas du sport. Donc du coup, malheureusement les gens mélangent ça aujourd'hui, et ils disent oh, c'est quand même compliqué, si le parachute ne s'ouvre pas et tout ça. Et en fait, c'est des problèmes qu'on a résolus il y a 25 ou 30 ans. Donc c'est vraiment juste une mésinformation qu'il y a encore aujourd'hui. Le parachutisme sportif, c'est vraiment très très safe. Ça se fait de 16 à 96 ans. On a quasiment la parité. On est très proche d'avoir bientôt autant de filles que de garçons. C'est vraiment un sport loisir qui demande des compétences, mais qui n'est pas dangereux. Et en parlant de compétences, vous avez beaucoup de compétences. Vous avez fait plus de 10 000 sauts. Et en parlant de ce 10 millième saut, c'était en face de l'Everest. Donc comment était cette expérience? Ouais, c'était extraordinaire. Alors, je me suis rendu compte en février que j'allais probablement faire, parce qu'on a un petit peu la notion du rythme de saut qu'on a par an, et donc je suis encore dans du 500 sauts par an en ce moment, et donc je me suis rendu compte que ça devait tomber logiquement en fin d'année. Et du coup, il fallait que je trouve une idée la plus originale possible, parce que je veux marquer le coup, c'est mon 10 millième saut, je le ferai qu'une fois. J'ai eu la chance de faire déjà des choses incroyables dans ma carrière de parachutiste, même s'il est plus développé à l'international qu'au national, j'ai pu faire des choses vraiment incroyables. Et du coup, que faire pour un 10 millième? Donc je me suis vraiment creusé la tête, et d'un coup j'ai pensé à un ami qui a fait ça plusieurs fois, lui, le saut sur l'Everest, et je l'appelle et je lui demande si c'est réalisable, techniquement combien de temps il faut pour se préparer, en logistique, tout ça. Et en fait, tout de suite il me rassure, il me dit oui, il n'y a aucun problème là pour... si tu penses que c'est entre octobre et décembre, ce qui est en plus la bonne saison, c'est bon, je te dis tout de suite que ça sera bon. Donc je me suis lancé tout de suite là-dedans, dans ce projet-là, avec trouver le bon matériel, parce qu'il faut trouver des parachutes très spéciaux, très très grands, parce qu'il y a l'air porte pas là-bas, donc on va sauter très très haut, on va ouvrir très très haut, il faut des très grandes voiles,
il faudra trouver aussi le bon système oxygène. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Avant, j'avais fait des sauts il y a quelques années avec l'armée de terre où on avait encore les bouteilles d'oxygène sur le ventre. Ce qui n'était pas trop gênant pour du vol à plat, mais du vol en 3D, c'est quand même une contrainte. Maintenant, ça a évolué, c'est sur le côté. On a un filtre d'un côté et la bouteille de l'autre, mais ça se sent même plus. Donc, c'est cette chance aussi. Déjà, il faut trouver le bon matériel, mais le matériel a évolué et les gens qui sont capables de nous former pour ça, ils ont aussi vachement avancé. Donc, c'était une belle aventure. C'était difficile, mais c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste réunir tous les paramètres. Et au final, pour finir de raconter l'histoire, c'était quand même très stressant jusqu'au bout de savoir si on allait arriver à pouvoir le faire, parce que Karine était avec moi évidemment, parce qu'on était aussi soumis aux autorisations. Il fallait les permissions du gouvernement népalais. Et en fait, il y a beaucoup en ce moment de problèmes avec justement des personnalités qui font des sportives, qui font des choses sans demander des autorisations au Népal. Et en fait, on a envie de se dire, mais pourquoi il faut absolument une autorisation? Parce que ça reste des montagnes, normalement on fait ce qu'on veut dans les montagnes. Mais en fait, c'est un environnement effectivement très dangereux. Le Népal, comme on sait, c'est des chaînes de montagnes de 7 à 8 000 mètres. Donc en fait, si le gouvernement n'a pas connaissance de qui fait quoi, potentiellement, ça peut être l'anarchie. Il peut y avoir justement des morts d'une expédition ou de n'importe quelle... Là, nous, c'était une organisation de parachutisme, mais si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, il peut se passer justement une perte de contrôle là-dessus, et accidentologique, et du coup, ils veulent éviter ça, du coup, forcément, il faut avoir leur autorisation. Donc nous, comme on sautait en parachute, c'est plus compliqué d'expliquer le projet, tout ça, donc c'était un peu plus délicat. Et on a attendu 3 jours l'autorisation, alors que tout était prêt. On avait l'hélicoptère, on avait l'oxygène, on avait fait l'acclimatation d'une semaine. Tout était prêt et par contre, au bout d'un moment, il faut rentrer en France. Donc nos billets d'avion, ils arrivaient aussi à expiration, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment la dernière journée où on a enfin eu le droit de pouvoir sauter. Et j'étais très très soulagé parce que je commençais à me dire qu'on n'est pas arrivé jusque-là pour pas sauter alors qu'on a la météo et on a tout. Donc jusqu'au bout, très très intense. Et parmi tous vos sauts que vous avez fait depuis le début de votre carrière, si vous devriez en refaire qu'un seul, ce serait lequel? Waouh, elle est pas mal cette question. On te demande le meilleur saut, ce qui est toujours compliqué aussi, parce que ça dépend en fait du paramètre sur lequel on veut partir, parce qu'il y a le meilleur saut de compétition, il y a le meilleur saut dans un site exceptionnel. Souvent d'ailleurs on parle de l'Égypte. Parce que sauter sur les pyramides d'Égypte, c'est un privilège absolument incroyable. Comme il y a sur le tableau. Exactement. Ouais, non mais c'est fou. D'ailleurs, je suis curieux de savoir combien de temps ça va durer avant que les gens pensent que c'est de l'intelligence artificielle. Un saut que j'aimerais refaire, par contre, on ne me l'a jamais formulé comme ça. Waouh. Elle est dure la question. Waouh. Pour l'instant, parce que c'est frais. Peut-être ce 10 000e saut, parce qu'il est passé tellement vite, et justement il y a eu tellement de stress pas lié au saut en lui-même, qui faisait que je me demandais si on allait pouvoir le réaliser, et c'est pas que j'ai peu le temps d'en profiter, mais la concentration fait que tu n'es pas à 100% quand tu es hyper concentré à vivre ce que tu es en train de vivre. Donc ouais, peut-être que celui-ci, j'aimerais bien le revivre, ouais. Bonne question, bravo. Et là ce serait plus... c'est lié quand même, mais est-ce qu'il y a un lieu que vous avez jamais fait et que vous aimeriez faire? J'en ai pas mal. Alors, il y en a un déjà qui est pour un Français hyper important, je pense, surtout pour un champion du monde français, c'est de pouvoir sauter au-dessus de Paris. C'est très délicat de pouvoir le faire évidemment. Je pense que le meilleur et le pire moment pour le faire, c'est le 14 juillet. Le pire parce qu'il y a une activité hyper intense. Et le mieux parce que l'espace aérien du coup est maîtrisé pour ça, donc au final ça reste un bon moment pour le faire. Donc ouais, ça c'est quelque chose pour ce 14 juillet ou pour le prochain, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et donc en 2024 vous avez décroché votre 10e record du monde, donc qu'est-ce que cela représente pour vous? C'était symbolique. 2024 c'était vraiment l'année symbolique, c'était l'accomplissement de beaucoup de choses, c'était beaucoup de graines plantées qui ont germé, et du coup il y a eu aussi des nombres qui sont venus saluer cette année-là. Donc dans les choses incroyables, il y a eu le port de la flamme olympique, l'invitation à l'Elysée, il y a eu des choses incroyables aussi, on a été invité aussi
grâce au ce record du monde de nuit, je sais pas si tu as vu, on ressemble à une météorite, vu de loin là, ça c'était dingue à vivre. Et en fait, indirectement, grâce à ça, ce saut a été vu par Tom Cruise, qui nous a invités à Londres en août dernier. Donc on a passé une journée avec lui. Donc ça, c'est encore un truc dingue qui découle de toute cette énergie, tout ce qu'on a fait pendant des années qui se sont mis à s'aligner cette année-là, en 2024. Et dedans, il y a des nombres. Ce 10 millième saut, il tombe aussi en 2024. Et mon 10e record du monde, il tombe aussi en 2024. Quoi. Donc c'était vraiment une année folle. Et c'est, le 10e, je trouve ça fou, parce que quand tu as la chance de commencer à faire des records du monde, tu sais jamais si ça va marcher, tu t'entraînes, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de prise de risque pour voir si ce projet-là va aboutir. Et quand un jour tu te poses de ce saut-là et tu attends le verdict des juges et c'est validé, et tu te dis, putain, c'était le 10e quand même. C'est mon 10e record du monde. Il y a un accomplissement, c'est juste que c'est une sensation d'accomplissement prodigieuse. Quoi. Cette année, c'est un nouveau record que vous avez tenté de battre, mais cette fois-ci en équipe. C'est ça. Du 16 au 22 août, c'est bien ça, ce sera une tentative de battre le record mondial en chute de personnes synchronisées en chute libre. C'est ça. Alors, les gens ils vont penser qu'on fait des records toutes les 5 minutes, mais en fait on n'en fait pas tant que ça. C'est juste que là il y a une confrontation de plein de records qui font qu'il y en a un petit peu beaucoup en ce moment. Alors, le prochain, il est vraiment balèze, celui-ci, et il aurait pu tomber cette année, mais il aurait pu tomber dans 2 ou 3 ans, parce qu'il faut des années et des années pour l'organiser. Donc il se trouve qu'effectivement, si on arrive à le battre, ça en fera un très proche de mon dernier. Celui-ci, il est très important. Pourquoi ? Pour nous en tout cas. Parce qu'en fait, c'est un record qui date de 2015, qu'on a déjà essayé de battre 2 fois et qu'on n'arrive pas à battre, qui a la peau très très dure. Donc en 2015, on a établi une formation à 164 personnes dans le ciel de Chicago. Donc dans notre sport, nous, on doit montrer la formation qu'on prétend de vouloir réaliser, et on doit annoncer le placement de chaque personne. Donc bien sûr, il y a le monde entier, il y a entre 25 et 30 nations qui viennent à chaque fois, donc c'est vraiment une représentation mondiale incroyable des meilleurs parachutistes qui ont été sélectionnés pour faire ce record du monde, et tout le monde a une place très précise. Et si on n'arrive pas à revenir avec une preuve vidéo que la formation elle est fermée, parce que si elle se ferme et que pendant qu'elle se ferme ailleurs ça se réouvre à un endroit, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit vraiment fermée, et il faut que tout le monde soit à la place qui lui a été attribuée. Donc en fait c'est pour ça que c'est difficile à réaliser. Donc le 164 en 2015, magnifique. On a réussi en 2018, on a réussi en 2022, on n'arrive pas. Après les générations font que ça change aussi un petit peu. Il y a des gens qui sont pas revenus renouveler l'expérience, donc il nous manque des gens très très forts. Il a fallu en former des nouveaux, mais qui du coup n'ont pas l'expérience des super gros, des super big way comme on appelle ça, des super grandes formations. Donc on vit dans ça fait toujours des vagues dans les niveaux techniques, et là on est dans la vague, on était dans le bas de la vague. Donc j'espère vraiment que là cette année on va arriver à le péter celui-là. Ouais. J'espère au moins 180, ça serait très très beau. 180 personnes, ça serait classe. Et du coup vous avez quand même s'entraîner à autant de personnes, c'est quand même compliqué. Et je crois que vous avez 3 entraînements cette année qui sont prévus. Alors on a des entraînements, c'est un petit peu comme les marathons, c'est-à-dire qu'on s'entraîne rarement à un marathon en faisant des marathons, parce que c'est une perf quand même très très intense. Nous on a un petit peu la même logique, c'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas à 150 pour faire des plus de 150. Surtout qu'en fait on est par des groupes de 5 souvent, c'est des pétales de 5 personnes, ou si on travaille sur des lignes, parce que maintenant il y a ce nouveau format de ligne, on peut aller jusqu'à 7 ou 8 personnes dans des lignes. Mais en tout cas, on se rend bien compte que finalement aller de 10 à 15 personnes, ces 10 ou 15 personnes-là, de 2 pétales ou de 2 lignes, elles ne vont pas pouvoir vraiment trop interagir avec la ligne ou la pétale qui est devant ou celle qui est derrière. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, autant s'entraîner sur cette taille-là et devenir très très compétent en approche, parce que l'approche elle est hyper importante, il faut venir le plus vite possible sur la formation, mais maîtriser son inertie. Arriver super fort mais traverser tout le monde et renverser 10 personnes, c'est comme les arrivées en bas du surface, ça sert à rien. Donc il faut arriver très vite, mais s'arrêter très proprement, enlever toutes les inerties qu'on peut avoir, attraper la formation sans lui donner d'énergie, pas tirer les gens qui sont devant nous ou les pousser. Donc ça demande quand même beaucoup d'expérience, et puis rester grippé très longtemps. Il
l'habitude dans des sauts d'entraînement de pendant 10, 15, 20 secondes d'être capable de tenir sa position en étant le plus neutre possible. Donc ça effectivement, sur des tailles de 15-20 personnes, ça suffit largement. On aime bien évidemment commencer à grossir aussi le truc pour que les approches soient plus longues. Donc on fait des sauts à 40, 50, 60, mais ça reste un petit peu la limite qu'on a besoin de mettre en place pour des entraînements qu'on a besoin de mettre en place pour que ce soit suffisamment réaliste. On a cependant cette année, parce qu'on veut vraiment arriver à le battre, un entraînement à 100 personnes, donc c'est très rare. Donc on part là dans 15 jours en Californie s'entraîner à 100 pour justement, on le veut celui-là. Et donc en 2013, vous avez créé une association donc, qui est Artistic Skydiving, qui offre la possibilité à des jeunes en situation de handicap de découvrir le parachutisme. Et donc, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette cause ? Alors ça a évolué. Au tout début, on l'a fait pour aider, parce que justement, on était sensible au fait que c'était très difficile de trouver suffisamment de fonds pour pouvoir s'entraîner. Donc, en premier lieu, l'objet de l'association, c'était pour aussi la promotion du sport, arriver à sponsoriser des jeunes compétiteurs. Donc au début c'était ça. Et on s'est rendu compte que petit à petit, des dispositifs étaient mis en place par la fédération, grâce aussi à l'aide du ministère. Donc il y a eu des stages d'initiation, des stages d'incitation. Donc petit à petit, il y avait finalement d'autres relais qui s'occupaient de faire ça. Donc nous on continuait à le faire, mais on se rendait compte que peut-être qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire aussi. On est toujours en train d'essayer de se remettre en question pour essayer de faire ou mieux ou plus. Et on s'est rendu compte que c'est un super outil, la soufflerie, parce qu'on n'a pas besoin de météo, on n'a pas besoin de certificats médicaux, il y a beaucoup de choses en fait dont on peut s'affranchir pour tout de suite pouvoir vivre cette expérience du vol. Et on s'est rendu compte qui ça concernait le plus, c'est des gens qui avaient des handicaps physiques et même mentaux des fois, de pouvoir même avoir le droit de faire un baptême en chute libre. Et on avait été touchés une fois, nous, d'être sollicité pour faire voler des non-voyants en Espagne, en Prouillage. J'avais adoré participer à cette expérience. Et en fait, dès qu'on est rentré en France, j'ai dit il faut qu'on fasse la même chose. Donc ça doit faire 4 ans maintenant qu'on a intégré ça à toutes les opérations qu'on mène avec notre association. Et c'est génial. Donc, souvent c'est à Marseille, on l'a fait une fois aussi à Paris. Mais voilà, faire vivre cette expérience à des non-voyants ou à des jeunes à Paris qui ont des troubles de l'attention, c'est incroyable parce que c'est quelque chose, en fait, il faut faire cette démarche-là d'aller vers eux parce qu'ils ne vont pas forcément envisager de le faire, ils ne vont pas forcément se dire qu'ils peuvent le faire aussi physiquement ou mentalement, au-delà de leur handicap. Mais quand nous, on vient en disant si, on s'occupe de tout, vous allez voir, et vous allez vivre en plus quelque chose qui est magique parce que le vol, pour l'humain, je pense que ça reste un des rêves les plus incroyables. À partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je pense qu'on regarde les oiseaux avec un œil différent en se disant « Waouh, mais ça doit être incroyable de voir ce qu'ils voient, de se déplacer comme ils se déplacent ». Donc c'est le rêve de toujours pour moi, et ça le restera toujours, le vol du rêve, donc le partager avec des gens qui potentiellement en plus n'auraient même pas osé imaginer pouvoir le faire, ou se seraient décidés à accepter de ne pas pouvoir le faire, c'est incroyable. En parlant d'oiseaux, ça va être notre dernière question. Donc, si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? Waouh! Je pense que Karine dira un phacochère. Non, mais rien à voir. Un animal, il y a plein d'animaux qui sont incroyables. Moi, j'adore les designs aéronautiques, j'ai envie de dire, mais il y a aussi dans l'eau des choses incroyables. Quand tu regardes les dauphins, les déplacements, j'adore les déplacements puissants. Je vais répondre quand même à un animal qui est notre animal totem à nous. C'est peut-être pas celui qui va plus vite ou qui fait des trucs les plus fous, mais enfin dans un sens si, mais c'est le hummingbird, c'est le colibri. Le colibri, c'est notre animal totem parce qu'en fait, notre premier entraînement qu'on a fait, c'était en Arizona, aux États-Unis, et on voyait que toutes les équipes de basket, de football américain, tout ce que tu peux imaginer, ils ont tous un animal. Le loup, l'ours, le machin, l'abeille, le truc. Donc, on s'est dit, ça serait trop stylé d'avoir un animal. Et on réfléchissait à ça, mais dans un espace de 3-4 minutes, pendant qu'on réfléchissait à ça, il y a un colibri qui débarque devant nous, et en fait, on n'avait pas vu, il y avait des petits pots qui pendaient tous les 3-4 mètres là, sur le toit sur lequel on était, parce que le propriétaire du centre de parachutisme savait qu'il y avait des colibris, il leur donnait à manger, mais on s'était pas rendu compte de ça. Et là, on a un vol stationnaire incroyable du colibri
je sais pas si tu vois, il se déplace super vite. Tu vois même pas ses ailes, tu vois même plus ses ailes tellement qu'il va vite. Et il est capable de reculer. Donc c'est quand même un oiseau qui a des compétences de vol qui sont vraiment uniques. Et comme on se disait, bah, on est dans le free fly, on est dans un truc justement où on va très vite et d'un coup on s'arrête, on fait un 360 et d'un coup c'était. Enfin, on s'est regardé Karen, il n'y avait même plus de discussion, c'est ça. C'est notre animal totem. Du coup, ça les deux, c'est aussi le logo de l'association, le colibri. Et du coup, voilà, si tu me demandes aujourd'hui, je vais répondre ça. Ok, bah, merci beaucoup à vous. C'était bien. Ouais. Et puis merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. N'hésitez Merci. pas à vous abonner à Greg et à Vibrer Sport, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok et aussi sur YouTube. Allez, merci beaucoup. Merci.